Bonjour, continuons ce cours d'MT 94 avec donc ce nouveau chapitre sur les équations différentielles et en particulier sur les méthodes numériques qui vont permettre d'approcher leur solution. Donc, on va tout d'abord motiver le sujet. Alors, pourquoi cherche-t-on à approcher les solutions des équations différentielles? Pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, on est incapable d'en calculer des solutions exactes et de les exprimer en termes de fonctions usuelles. Donc c'est pour cela qu'on va avoir besoin de méthodes numériques. Donc on va tout d'abord motiver ceci en regardant, en prenant un exemple tout simple, qui est l'exemple d'un pendule. Ensuite, on fera quelques rappels de théorie. Ce sera assez rapide, donc essentiellement sur l'existence et l'unicité des solutions des équations différentielles. Et ensuite, on s'intéressera au gros de ce chapitre, la partie principale, qui donc concerne les méthodes numériques de détermination, d'approximation des solutions des équations différentielles, que l'on appelle ici des schémas numériques. Donc c'est une terminologie qui est spécifique à ce domaine. Voilà. Alors, pour motiver ce sujet, on s'intéresse au pendule. Alors là, un pendule pesant avec donc une masse au bout d'une tige qu'on va considérer rigide de longueur L. Dans les conditions où on s'intéresse à ce pendule, c'est-à-dire en l'absence de frottement, la masse qui est au bout du pendule n'apparaît pas explicitement dans les équations. Donc, la façon d'obtenir ces équations, il y en a vraiment d'assez nombreuses. La plus classique, elle consisterait ici à appliquer la relation fondamentale de la dynamique pour les solides en rotation. D'accord? Donc c'est un bilan en fait de moments et de couples. Alors, on passe sur cet aspect-là. On va directement considérer les équations. Donc ici, l'inconnu, c'est θ fonction du temps, donc θ de t, qui mesure l'élongation, donc la déviation angulaire du pendule par rapport à la verticale, donc correspondant par rapport à sa position de repos. Donc l'équation en fait principale, donc c'est celle qui exprime la dérivée seconde de θ. Donc là ici on a pris la notation mécanique, c'est-à-dire où les dérivées par rapport au temps sont représentées par des points. Donc θ point point de t, c'est moins g sur L sinus θ de t. Les conditions initiales, donc θ de 0, ça va être la quantité qu'on appelle θ indice 0, donc l'élongation angulaire initiale du pendule, et puis la vitesse angulaire initiale, on va considérer qu'elle est toujours systématiquement nulle. Donc là, c'est vraiment un système mécanique qui est assez connu, qui est naturellement ce qu'on appelle un oscillateur, et qui peut servir tout simplement à mesurer le temps. Alors, c'est quelque chose qui est abordé par exemple en terminale. Alors, moi, dans ce que j'ai pu lire dans un livre de terminale assez ancien, ça doit être le mien, je crois, c'est le texte suivant, alors qui est assez intéressant. Alors, surtout la première phrase qui dit « Cette équation est non linéaire à cause de sinus θ de t », donc ça on est bien d'accord, et sa résolution est difficile. Donc c'est vraiment la fin de la phrase qui est discutable, tout simplement parce que la résolution de cette équation différentielle, si on parle de résolution exacte, eh bien, on est incapable de trouver de solution exacte à cette équation différentielle, quand bien même c'est assez facile de montrer qu'il y a existence et unicité d'une solution dès l'instant où on a fixé les conditions initiales. Mais c'est pas pour ça qu'on est capable d'exprimer la solution en termes de fonction usuelle. Donc c'est vraiment un système typique pour lequel, pour essayer de trouver des solutions approchées, bon, il y a plusieurs techniques qui sont possibles. Donc si je continue dans la lecture, ce qu'on nous dit, c'est que si l'écart angulaire θ de t est faible, alors vu que là le système est complètement conservatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte d'énergie, eh bien l'écart angulaire maximum de ce pendule, ça va être ici l'écart angulaire initial, vu qu'on en a pris une vitesse angulaire initiale nulle. Donc sa mesure en radian est très peu différente de sinus de θ de t, donc effectivement, si θ de t est faible et petit, enfin proche de 0, considérant le développement limité à l'ordre
À l'ordre 1, par exemple, de sinus θ, eh bien, le premier terme, c'est θ, avec ensuite un terme qui est en θ cube. Donc ça veut dire que si θ est petit, effectivement, on peut faire cette approximation. Donc, on peut éventuellement se contenter d'une solution approchée de cette équation en faisant une approximation directement sur l'équation elle-même, c'est-à-dire en remplaçant sinus θ de t par θ de t. Donc si on fait cela, la première chose à faire, c'est de renommer l'inconnu. Donc ici, moi je vais l'appeler phi, d'accord? Donc phi de t va coïncider avec θ de t uniquement à l'instant initial, d'accord? C'est-à-dire que phi de 0 va rester θ indice 0, donc qui est θ de 0. Donc ce qu'on peut voir sur cette équation différentielle, qui est toujours d'ordre 2, c'est que c'est une équation différentielle linéaire à coefficient constant. Et donc là, c'est assez facile d'en exprimer la solution. C'est-à-dire que phi de t, ici, c'est θ0 cosinus oméga t, où oméga, c'est ce qu'on va appeler ici typiquement la pulsation propre de notre pendule, c'est racine de g sur L. C'est-à-dire que plus la longueur du pendule est grande, plus la période ici va être grande. Donc la pulsation, c'est 2pi divisé par la période. Alors, quelle est la validité de cette solution? À savoir, à partir de quelle valeur de θ0, on va dire non nulle, est-ce que l'on constate vraiment une différence entre phi de t et θ de t? Alors on sait que dès l'instant où θ0 est strictement positif, il y aura toujours un temps arbitraire, a priori, à partir duquel les solutions vont diverger. Alors la question, c'est de se dire, de se donner un ordre d'idée sur la vitesse avec laquelle les solutions peuvent diverger en fonction de θ0. Donc pour cela, on va s'aider de Scilab, c'est-à-dire qu'on va un peu anticiper par rapport au sujet de ce chapitre, à savoir qui est de voir les méthodes, de comprendre comment fonctionnent les méthodes d'approximation des solutions des équations différentielles qui travaillent directement avec les équations originales, c'est-à-dire sans effectuer la linéarisation qui est proposée dans ce livre de terminale, et qui est celle que l'on fait de manière quand même assez classique pour introduire les oscillateurs linéaires. Donc, on anticipe sur cela en utilisant Scilab, donc qui intègre en fait une méthode, en fait plusieurs méthodes numériques qui sont intégrées dans une fonction que l'on va utiliser ici pour calculer l'approximation des vraies équations, et puis comparer cela avec l'approximation linéaire qui était proposée. Donc là, ce que l'on a sous les yeux, donc ce sont les deux approximations, donc θ de t, approximation de θ de t et phi de t, pour t variant de 0 jusqu'à 15 secondes. En ordonnée, on a donc la déviation angulaire, donc qui va être comprise entre moins pi et pi. Et donc on voit que pour θ de 0 égale à 0, ben les deux solutions coïncident avec la solution triviale nulle, c'est pas spécialement ça qui nous intéresse. Alors on voit que si on augmente la condition initiale, donc θ0 à 0,14 radians, les deux trajectoires semblent parfaitement synchronisées. Bon, c'est pas exactement synchronisé, mais bon, il s'avère que c'est peut-être admissible si on a l'intention tout simplement de mesurer par exemple une durée temporelle qui est inférieure à 15 secondes. Et donc tout simplement en comptant par exemple le nombre de battements de ce pendule, connaissant sa période propre, donc quand on considère bien sûr les équations linéarisées. Alors on peut regarder pour se persuader de la chose que du point de vue visuel, c'est complètement imperceptible. Donc en rouge, on a le pendule non linéaire, d'accord, et en bleu, le pendule linéaire. Donc on voit bien que sur 15 secondes, on pourrait très bien utiliser l'approximation linéaire pour compter une durée temporelle. Alors, bien évidemment, les choses se dégradent
si on augmente la valeur de θ0. On peut déjà tout simplement voilà, s'arrêter ici à 1 radian pour voir qu'au bout de 15 secondes, les pendules sont littéralement en opposition de phase, d'accord? Alors on va le constater ici en regardant notre animation. Alors c'est peut-être pas encore complètement perceptible, mais on le sait déjà, c'est-à-dire que une caractéristique finalement des équations linéarisées du pendule, c'est que notre pendule, en fait, quand il repart de sa position initiale, il repart à peu près toujours avec la même force. Et on voit bien avec le pendule non linéaire, pour cela il suffit de se souvenir de la dernière fois que vous avez fait de la balançoire, plus le pendule va être éloigné de sa position initiale, plus on monte, plus on va mettre de temps à redescendre, quoi. Alors, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on va pouvoir illustrer comme ceci, c'est-à-dire en augmentant vraiment l'angle initial de façon beaucoup plus drastique. Donc là, je vais m'arrêter peut-être à 2,5. On va juste regarder le pendule non linéaire d'abord, pour voir qu'on a quelque chose qui est assez réaliste. On voit bien que le pendule, quand il arrive au maximum de l'élongation, eh bien, il repart avec une vitesse qui paraît beaucoup plus faible, enfin, en tout du cas, avec une force de rappel qui est beaucoup plus faible que quand il passe à l'horizontale. Alors, si on y va carrément trop fort, ça n'a plus trop de sens, tout simplement parce que il est clair que du point de vue du pendule non linéaire, pour θ0 est égal à pi, eh bien on a carrément, on part d'une condition initiale avec θ0 est égal à pi, vitesse angulaire initiale nulle, et si on regarde l'accélération angulaire, elle vaut sinus pi, c'est-à-dire qu'elle vaut 0. Donc là, le pendule ne bouge carrément plus du tout. Donc là, il est clair que les deux approximations divergent complètement. Donc ça, c'est logique. Donc, ce qu'on peut juste regarder, c'est quand on prend une valeur de θ0 un petit peu inférieure à pi, bon, ça va donner quelque chose d'assez ridicule si on regarde les deux pendules. Voilà, donc le rouge fait vraiment à ce qu'on s'attend quand on arrive à faire bien de la balançoire, c'est-à-dire arriver juste à la verticale. Et on voit que le pendule linéaire, bon, il fait quelque chose de complètement débile finalement. À vrai dire, il se comporte plus finalement comme un pendule de torsion qu'on regarderait dans l'axe du fil de torsion, quoi. Voilà. Donc, eh bien, cela c'était vraiment pour motiver la suite de ce chapitre, à savoir les méthodes numériques pour chercher à approcher les solutions des équations différentielles, bien sûr sans toucher aux équations, et donc sans approximation du type de celle que l'on avait fait pour le pendule linéaire. Continuons donc avec ce rappel de théorie par rapport aux équations différentielles. Donc le théorème que l'on va rappeler ici, c'est le théorème d'unicité que vous avez déjà vu l'an dernier, donc qui est le théorème de Cauchy-Lipschitz. Donc on considère notre équation différentielle sous une forme assez standard, c'est-à-dire qu'on considère un instant grand T positif qui est la bande supérieure de l'intervalle sur lequel on résout notre équation différentielle. Donc là, ici, on va supposer que le temps initial, c'est 0, sans perte de généralité. Et on considère que notre équation différentielle, ça sera toujours possible, donc est une équation différentielle d'ordre 1, et qu'elle s'écrit sous la forme y' est égal à f de ty pour tout t strictement plus grand que 0 et inférieur ou égal à t. Donc la fonction f, qui contient toute l'information sur notre équation différentielle, on va considérer que c'est une fonction qui est continue,
Elle est définie à la fois donc, sur 0t pour sa première variable, le temps, et puis sur E, qui est donc un intervalle inclus dans R, donc un intervalle ouvert typiquement. Donc là, on va tout simplement, on peut imaginer que ce soit R, hein, il n'y a pas de problème particulier. Donc on suppose que f est continu. Et donc, le problème que l'on cherche à résoudre, c'est ce que l'on appelle un problème de Cauchy, c'est-à-dire une équation différentielle, y' égale à f de ty, avec une condition initiale. Alors, il existe des équations différentielles qui ne sont pas des problèmes de Cauchy, donc c'est typiquement les équations différentielles d'ordre supérieur, donc les équations différentielles par exemple d'ordre 2, dont on ne parle pas ici. On verra qu'on pourra toujours ramener une équation différentielle d'ordre 2 à un système d'équations différentielles d'ordre 1, donc là on le fera en travaux dirigés, pas dans le cadre du cours. C'est juste un petit peu technique, mais bon, c'est pas très difficile. Donc une équation différentielle d'ordre 2, on peut éventuellement lui mettre une condition initiale et une condition finale, donc sur le temps final. Donc ça, ce type de problème, ce ne sont pas des problèmes de Cauchy, donc ce ne sont pas les problèmes qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, le théorème de Cauchy-Lipschitz, il s'énonce de la manière suivante. S'il existe une constante L strictement positive telle que pour tout t dans 0 grand T et pour tout y et tout z dans E, eh bien notre fonction f est lipschitzienne par rapport à la deuxième variable, d'accord, là où se trouve y. C'est-à-dire que valeur absolue de f de ty moins f de tz est inférieure ou égale à L fois valeur absolue de y moins z. Donc si f est lipschitzienne par rapport à sa deuxième variable, alors pour toute condition initiale, le problème de Cauchy, donc notre équation différentielle avec condition initiale, admet une solution unique. Donc, ce que l'on va tout de suite regarder, c'est non pas un exemple, mais c'est plutôt un contre-exemple, c'est-à-dire montrer que si le théorème de Cauchy n'est pas vérifié, on peut trouver des équations différentielles qui n'ont pas de solution unique. Voilà, donc ce contre-exemple, c'est le suivant. Donc, une équation différentielle posée ainsi, dérivée de y, donc y' est égal à la racine de y pour tout t strictement positif, et y de 0 est égal à 0. Alors, on voit déjà assez facilement que cette équation différentielle, elle a une solution triviale qui est la fonction y identiquement nulle, d'accord? Puisque ça fait dérivée de la fonction identiquement nulle 0 est égal à la racine de y, c'est-à-dire 0. Et qui vérifie bien y de 0 égale à 0. Alors, mais ce que l'on peut voir assez facilement, donc là ici, E, c'est-à-dire l'espace dans lequel vit la solution pour qu'elle soit bien posée, donc là c'est R+, hein, parce qu'on a une racine carrée. Et donc ce que l'on peut constater, c'est en regardant tout simplement le rapport racine de y sur y et sa limite quand y tend vers 0+, qui tend effectivement, si la fonction racine carrée était dérivable, vers sa dérivée, mais on sait bien, vous et moi, que la fonction dérivable, la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0, et que sa dérivée, c'est 2 sur 1 sur 2 racine de y, et que ça tend bien vers plus l'infini quand y tend vers 0. Donc pourquoi est-ce qu'on se ramène à regarder ce rapport pour montrer qu'elle n'est pas lipschitzienne? Eh bien, il suffit tout simplement de regarder la condition de Lipschitz qu'on chercherait à amener et à considérer que l'on prend z égale à 0 et qu'on essaye de voir si cette condition est vérifiée, si on arrive à trouver une constante L, quel que soit y. Donc là, ça consiste à regarder tout simplement z égale 0, à faire tendre y vers 0, et on voit bien que ça tend vers plus l'infini, donc ça veut dire que la constante grand L ne peut pas exister. Pour illustrer cela, ce que l'on peut, c'est exhiber la famille de solutions. Donc ce qu'il faut, c'est exhiber au moins une deuxième solution qui soit différente de la solution trivialement nulle.
Alors ce que l'on peut aussi, c'est tout simplement donner toutes les solutions possibles. Donc il y a une infinité de solutions en fait qui sont données par cette famille de fonctions phi c de t qui est définie de la façon suivante. Donc c'est quelque chose qui est défini par morceau. On verra qu'il faut peut-être regarder si tout se passe bien à l'endroit où se rejoignent les deux morceaux. Donc phi c est défini de la façon suivante. Étant donné une constante c positive ou nulle, la solution est nulle pour t strictement plus petit que c, et pour t supérieur ou égal à c, la solution est donnée par un quart de t moins c au carré. Alors, dans le premier morceau, c'est évident que, donc, vu que ça coïncide avec la solution trivialement nulle, phi vérifie l'équation différentielle. Pour t plus grand que c, il suffit de regarder que, d'une part, la dérivée de 1 quart de t moins c au carré, donc c'est 1 quart multiplié par 2 fois t moins c, donc ça fait 1 demi de t moins c. Et d'autre part, la racine de y, c'est aussi 1 demi de t moins c. Donc ça vérifie bien l'équation différentielle. Alors pour vérifier que phi est effectivement solution de cette équation différentielle, il faut en plus vérifier qu'elle est continuellement dérivable. Alors qu'elle soit continue, ça ne pose pas de problème, d'accord, puisqu'en 0, la limite c'est bien 0, d'accord, puisque t moins c, ça vaut 0 quand t vaut c. Et quand on regarde aussi la dérivée, donc la dérivée de la solution triviale, donc en 0 moins, c'est 0. Et quand on regarde la dérivée de 1 quart de t moins c, sachant que c'est 1 demi de t moins c, en t égale à c, ça vaut 0. Donc la solution est bien continuellement dérivable. Donc c'est bien une solution. Donc là, on voit que donc quand le théorème de Cauchy n'est pas vérifié, eh bien on peut trouver tout simplement des contre-exemples, et où là, il y a carrément une infinité de solutions possibles. Alors, ce qui est important quand même de dire, c'est que là, c'est complètement lié au fait que l'équation différentielle est un temps initial qui soit égal à 0. Là, pile à l'endroit où la fonction f, qui est au second membre de l'équation différentielle, n'est pas dérivable. On aurait pris quelque chose d'arbitrairement petit, mais de strictement positif, eh bien, la solution aurait vérifié le théorème de Cauchy. Voilà. Alors, ben voilà une illustration graphique de ce à quoi ressemblent nos solutions. Donc qui sont à chaque fois nulles. Alors pour phi 0 qui est nul pour t négatif, phi 1 qui est nul pour t plus petit que 1, et phi 2 qui est nul pour t plus petit que 2. On voit bien quand même d'une certaine manière que ce type d'équation différentielle, qui là effectivement est mal posée, donne bien des choses qui ne sont pas très naturelles. On ne voit pas finalement pourquoi, avec la même condition initiale, on voit d'avoir plusieurs solutions, d'avoir en gros une complète indétermination connaissant les conditions initiales du futur de notre système. On s'intéresse maintenant donc aux schémas numériques qui vont nous permettre d'approcher les solutions de notre équation différentielle, donc que l'on va toujours considérer sous la forme standard comme précédemment, y' égale à f de ty, donc sur un intervalle de temps borné, 0 grand t, et donc tout cela avec une condition initiale qu'on appelle y indice 0. Donc le principe de ces schémas numériques, ça va être de construire itérativement une approximation de la solution, non pas sur la continuité de notre intervalle sur lequel elle est posée, 0 grand t, mais plutôt sur une suite de valeurs discrètes du temps qui vont être définies a priori par donc la suite tk, pour k variant de 0 jusqu'à grand N. Et pour simplifier dans le cadre du cours, on va supposer que tk plus 1 moins tk est constant et donc égal à grand T sur N, ce qui fait qu'on peut exprimer directement tk comme k fois h. Mais donc il faut savoir que dans la pratique, dans les logiciels, les instants ne sont pas nécessairement régulièrement espacés. Donc là, c'est uniquement dans le cadre du cours et pour simplifier l'exposé.
Alors, la première idée pour approcher la solution de cette équation différentielle, c'est de partir sur quelque chose qui peut paraître complètement trivial, qui est que l'équation différentielle, elle nous donne une relation finalement entre la dérivée de y et la fonction f. Elle nous dit que la dérivée de y, c'est f. Donc la première idée que l'on a, c'est finalement de faire des choses qui soient basées sur une intégrale. Alors, si on essaye d'écrire y de tk plus 1, moins y de tk, on voit que finalement cette quantité, c'est intégrale de tk à tk plus 1 de y' de t, tout simplement parce que y, c'est une primitive de y', c'est complètement trivial. Alors, c'est peut-être trivial, mais c'est pas une mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que y' est explicitement donné comme étant f de ty. Donc, si on réécrit la relation qu'on avait commencé à écrire sous la forme suivante, donc y de tk plus intégrale de tk à y de tk plus 1 à tk plus 1 de f de t y de t, eh bien, on se dit, pour approcher finalement y de tk plus 1, connaissant y de tk, ce qui se passe initialement, puisque finalement on part toujours de quelque chose de connu, c'est-à-dire qu'on connaît y0, donc on voit bien qu'on pourrait passer de y0 à y1, et etc. itérativement. Donc la question c'est, il suffit d'approcher l'intégrale. Alors c'est quelque chose qui paraît un peu trop trivial. Pourquoi ? Parce que on voit que la fonction qui est sous le signe d'intégration, c'est f de t, y de t. Alors on voit bien que pour pouvoir intégrer ça, il faut connaître y de t sur tout l'intervalle. Donc c'est pas forcément une bonne idée, c'est peut-être une idée très très mauvaise. Mais l'idée la plus simple que l'on puisse exploiter déjà pour approcher cette intégrale, c'est d'utiliser une méthode qui est la méthode tout simplement du rectangle, qui consiste à approcher l'intégrale d'une fonction sur l'intervalle AB comme étant la valeur de la fonction sur la borne inférieure de l'intégrale multipliée par la longueur de l'intervalle. Donc ça va donner tout simplement le premier schéma numérique d'approximation de la solution d'une équation différentielle, qui est le schéma d'Euler, donc qui a été imaginé par Euler en 1768. Donc, si on utilise effectivement l'approximation que je proposais juste avant, donc si on approche l'intégrale de la fonction f de t, y de t, par l'aire du rectangle dont la hauteur est donnée en tk, eh bien ceci, ça nous donne tk plus 1 moins tk, donc la longueur de l'intervalle, multipliée par f de tk, y de tk, et qui est donc quelque chose qui est nécessairement connu si on considère que y de tk est connu et que l'on veut en déduire y de tk plus 1. Donc, la façon de rédiger, de présenter la méthode numérique obtenue, donc c'est ce qu'on fera aussi toujours par la suite, c'est déjà d'utiliser une notation particulière pour désigner non plus la vraie valeur de la solution y de tk, mais pour désigner l'approximation que l'on en fait. Donc la convention ici, c'est d'utiliser par exemple y indice k et y indice k plus 1 pour désigner les approximations respectivement de y de tk et y de tk plus 1. Donc, ce que l'on va construire dans le schéma d'Euler, c'est tout simplement une suite récurrente qui est donnée par une condition initiale pour k valant 0, donc y indice 0, et qui ensuite donc est construite à chaque itération de la manière suivante. Donc yk plus 1, ce sera yk plus h multiplié par f de tk yk pour k positif. Donc, ce que l'on peut faire dans un premier temps, c'est regarder tout simplement sur une équation différentielle très très simple ce à quoi ressemblent les itérations de ce schéma d'Euler.
Donc pour le schéma de l'air, alors on va considérer l'équation différentielle suivante. Donc y' égale lambda fois y pour tout t positif. Et avec, pour condition initiale, y de 0 égale à y0. Donc ici, la fonction f de ty, elle se résume tout simplement à lambda fois y. Donc il n'y a pas de dépendance explicite par rapport au temps. Donc le schéma de l'air nous donne les itérations suivantes. Donc yk plus 1 est égal à yk plus h multiplié par f de ty, c'est-à-dire k, donc lambda fois yk. Donc on peut mettre en facteur 1 plus h fois lambda, ce qui nous fait yk, facteur de 1 plus h fois lambda. D'où on voit tout simplement que yk, c'est une suite géométrique. Donc on peut aisément obtenir que yk, c'est y0 multiplié par 1 plus h fois lambda à l'exposant k. Alors, après avoir vu cet exemple d'utilisation du schéma de l'air pour approcher la solution d'une équation différentielle très simple, on peut essayer de faire une légère petite variation, toujours avec le même type de méthode pour approcher l'intégrale, et regarder ce que l'on obtiendrait comme méthode si au lieu d'approcher l'intégrale par l'aire du rectangle dont la hauteur est donnée par la valeur qui est à gauche, mais par la valeur qui est à droite. Alors ça, c'est intéressant, ça donne quelque chose qu'on appelle le schéma de l'air implicite. Alors on va voir ce qui est implicite là-dedans. Donc si on utilise l'aire du rectangle qui est à droite de notre intervalle, donc la valeur de la fonction à intégrer en tk plus 1, donc à multiplier toujours par la largeur de l'intervalle qui est la même, donc ça nous donne l'approximation tk plus 1 moins tk fois f de tk plus 1, y de tk plus 1. Alors cela, ça nous donne ce que l'on appelle le schéma de l'air implicite. Alors qu'est-ce qui est implicite dans cette méthode-là? Donc on utilise toujours la même notation pour désigner les approximations, c'est-à-dire y avec comme indice le numéro de l'instant discret. Y indice k plus 1 égale yk plus hf de tk plus 1, yk plus 1. Donc ça veut dire que l'inconnu, on la retrouve à droite comme argument de la fonction f. Alors, la question, est-ce que ça a du sens ou pas? Bien sûr, sauf que cela, ça définit implicitement yk plus 1. Ça veut dire que pour trouver yk plus 1, il faut résoudre en fait cette formule d'itération, de l'avoir tout simplement comme une équation dont la solution est yk plus 1. Alors, ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que, alors c'est quelque chose que vous verrez peut-être lorsque vous aurez un peu plus d'expérience sur les équations différentielles. Ce type de schéma est absolument indispensable pour toute une classe de problèmes qu'on appelle les problèmes RAID. Alors, les problèmes RAID, ce sont typiquement des problèmes où on a simultanément dans le phénomène que l'on décrit des choses qui sont à la fois très rapides, avec des dynamiques très rapides, et qui se superposent à des choses qui sont très très lentes. Alors c'est des choses que l'on rencontre typiquement en chimie ou en biologie, dès l'instant où il y a certains types de réactions. Donc en biologie, ça va être certaines réactions enzymatiques, et puis en chimie, certains types de réactions chimiques, typiquement des réactions exothermiques. Voilà. Alors, juste pour montrer que ça donne finalement que ça donne des choses qui sont pratiquement solubles. Alors,
D'une manière générale, pour résoudre la formule d'itération, donc qui est un système d'équations non linéaires, vous pouvez imaginer le faire par n'importe quelle méthode que l'on a vue au chapitre précédent, hein, sur les systèmes d'équations non linéaires. Sauf éventuellement pour certains types d'équations pour lesquelles la résolution va être triviale, comme par exemple si la fonction f est linéaire par rapport à y. Donc ce que l'on peut regarder, c'est tout simplement sur la même équation différentielle pour laquelle on avait regardé le schéma de l'aire, ce que donne le schéma de l'aire implicite. Donc, on va considérer pour cet exemple d'écriture du schéma de l'aire implicite la même équation différentielle que celle que l'on avait considérée pour le schéma de l'aire. Donc, c'est-à-dire l'équation différentielle y' est égale à lambda fois y, et avec la condition initiale y de 0 est égal à y indice 0 qui est donné. Donc ici, on a toujours bien évidemment f de ty qui est égal à lambda fois y. Et donc le schéma de l'aire implicite va s'écrire y indice k plus 1 est égal à yk plus h fois f de tk plus 1 yk plus 1, donc membre de droite qui s'écrit yk plus h fois lambda multiplié par y indice k plus 1. Donc ça nous donne une équation linéaire en yk plus 1 qui se résout assez facilement. Donc ça veut dire qu'on va avoir en facteur 1 moins lambda h fois yk plus 1 qui est égal à yk. Ce qui nous donne donc yk est égal à 1 sur 1 moins lambda fois h à l'exposant k fois y0. C'est-à-dire que là, on a une suite géométrique qui est de raison 1 sur 1 moins lambda h. Et donc, on en déduit comme ça aisément la forme de yk. Donc, après cet exemple, voyons maintenant comment on peut améliorer éventuellement l'approximation, enfin imaginer améliorer l'approximation de la solution de notre équation différentielle en utilisant une formule d'intégration meilleure que celle que la formule des rectangles. Alors, cette formule des rectangles, c'est celle qui consiste à approcher l'aire d'une fonction en utilisant la hauteur à droite et à gauche, donc c'est plus un rectangle, c'est ce qu'on appelle un trapèze. Donc ça va nous donner ce qu'on appelle un schéma qui est le schéma de l'aire Cauchy. Donc, l'aire du trapèze de base tk, tk plus 1, ayant pour hauteur f de tk, y de tk à gauche et f de tk plus 1, y de tk plus 1 à droite. Donc l'aire de ce trapèze, elle est donnée par donc tk plus 1 moins tk qui vaut h sur 2, f de tk, y de tk, plus f de tk plus 1, y de tk plus 1. En fait, c'est la moyenne des deux hauteurs. Alors, il y a un premier problème, qui est le même problème que l'on a vu précédemment, mais qui ne devrait pas en être un, qui est la présence de y de tk plus 1, qu'on ne connaît pas, bien évidemment. Alors, on pourrait décliner le schéma que l'on va voir maintenant dans sa version implicite, mais on va peut-être aller aux choses plus simples dans un premier temps. C'est-à-dire que l'idée est qu'on est capable d'approcher y de tk plus 1 par le schéma de l'aire. Donc l'idée du schéma de l'aire Cauchy, c'est dans cette approximation par la formule du trapèze,
de venir approcher y de tk plus 1 par ce qui est donné par le schéma d'Euler. Et donc, ceci, ça nous donne un schéma qui s'appelle le schéma d'Euler-Cauchy, qui procède en 2 étapes. C'est-à-dire qu'on construit dans un premier temps quelque chose qu'on va appeler y chapeau, on met le chapeau pour le différencier de yk plus 1, est égal à yk plus h fois f de tk yk, donc là vous reconnaissez la formule du schéma d'Euler. Et ensuite, utiliser la formule qui nous est directement donnée par l'approximation qui est ici, c'est-à-dire que ce qui se situe, ce que l'on calcule ici, c'est normalement y de tk plus 1 moins y de tk, donc que l'on note dans son approximation par yk plus 1 moins yk, est égal donc à cette quantité, en remplaçant tous les y de tk plus 1 par y indice k à k plus 1. Et donc là, ici, on obtient y indice k plus 1 est égal à yk plus h sur 2 f de tk yk. Donc on a déjà calculé au-dessus, donc on pourrait imaginer dans une implémentation raisonnable de ne pas le recalculer 2 fois de suite, plus f de tk plus 1, y indice k plus 1. Donc, ce qui peut être intéressant, ensuite on s'intéressera de commencer à regarder ce que peuvent donner ces approximations sur un exemple, c'est de voir tout simplement ce que donne cette méthode si on l'applique toujours à la même équation qu'on a déjà utilisée pour illustrer les deux schémas, donc qui sont le schéma d'Euler et le schéma d'Euler implicite. Donc pour ce schéma d'Euler-Cauchy, on va toujours travailler avec la même équation différentielle que celle qu'on a utilisée pour les deux précédents schémas, à savoir le schéma d'Euler et le schéma d'Euler explicite. Donc toujours la même équation différentielle, y' est égal à lambda fois y. Toujours la même condition initiale. Alors, on rappelle que le schéma s'écrit yk plus 1 est égal à yk plus h sur 2 fois f de tk yk plus f de tk plus 1 y tilde k plus 1, qui est une approximation de yk plus 1 donnée par le schéma d'Euler. Donc si on résume tout ça, donc ça nous donne pour la première partie f de tk yk lambda fois yk plus lambda fois, alors, f de tk plus 1, donc on peut oublier, fois l'approximation multipliée, l'approximation de yk plus 1, qui serait donnée par le schéma d'Euler, donc ce qu'on précise ici. Donc ensuite, on va factoriser tout cela, mettre tout cela en facteur de yk. Donc, on a une première partie, alors qu'on peut mettre en facteur de h, à vrai dire, pour l'instant, qui est donc yk qui vient une fois plus une deuxième fois, donc 2 fois yk. Ensuite, on va pouvoir mettre en facteur une autre quantité qui est de nouveau en facteur de lambda au carré et multiplié par h. Et donc, en facteur de cela, on a yk. Donc si on rassemble tout ça en facteur du yk, on a donc yk qui vient en facteur une fois, plus h sur 2 fois 2, donc ça fait h fois lambda, et plus donc lambda 2 fois h au carré sur 2. Donc comme pour les schémas précédents, on se retrouve avec finalement une équation de récurrence qui est celle d'une suite géométrique.
Et donc ça veut dire que l'on peut mettre y, enfin on peut écrire que yk, c'est donc la raison de cette 8 géométrique à l'exposant k multiplié par y0. Alors, ce qui est intéressant de voir, comme ce que l'on voyait aussi sur les autres schémas, peut-être de façon un peu plus évidente maintenant, c'est-à-dire que dans la raison de cette suite, c'est tout simplement le début du développement de l'exponentielle de lambda fois h. Tout simplement parce que k plus 1, y de tk plus 1 divisé par y de tk, sur la solution réelle qui est exponentielle de lambda fois t, eh bien, on voit bien que cela fait exponentielle lambda fois h. Donc pour le schéma de l'air, on avait en fait le développement de l'exponentielle lambda h qui était en facteur de y0 et à l'exposant k, développement de l'exponentielle lambda h à l'ordre 1. Avec le schéma de l'air Cauchy, on se retrouve avec un développement de l'exponentielle à l'ordre 2. Donc ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir formaliser donc dans la suite. C'est-à-dire que on voit à travers les schémas tels qu'ils sont impliqués sur une équation extrêmement simple ici, comme dont la solution c'est une exponentielle, on voit apparaître des développements d'un ordre plus ou moins élevé en fonction du schéma. Alors ces schémas que l'on a vus jusqu'ici rentrent dans un cadre commun, qui est le cadre de ce qu'on appelle les schémas à un pas. Alors, que ce soit pour le schéma de l'air implicite ou de l'air Cauchy, ces schémas, ce sont en fait des suites récurrentes qui peuvent s'écrire de manière générique comme yk plus 1 est égal à yk plus h fois une fonction grand phi, donc dépendant de tk, yk et h. Alors, pour le schéma de l'air implicite, le calcul de la fonction phi n'est pas effectivement explicite, mais nécessite de résoudre un problème, mais ça se met effectivement sous cette forme-là. Alors, pour le schéma de l'air, la fonction phi, c'est exactement la fonction f. Donc c'est le schéma à un pas le plus simple qu'on puisse imaginer. Pour le schéma de l'air Cauchy, la fonction phi, pour t, y et h, on voit qu'elle se définit... là, en fait, on l'a vraiment écrite d'un seul bloc, pas en utilisant les deux étapes de formulation du schéma de l'air Cauchy. C'est-à-dire qu'il y a une application finalement récursive de f, c'est-à-dire que phi de t, y, h pour le schéma de l'air Cauchy, c'est 1 demi de f de ty plus f de t plus h, d'accord. Lorsqu'on l'applique à tk plus h, ça fait bien tk plus 1, d'accord. Et le deuxième argument, c'est y plus h fois f de ty. On verra que ça, c'est une caractéristique d'une certaine famille de schémas, qu'on appelle les schémas de Runge et Kuta, où il y a comme ça des calculs successifs de quantités sur lesquels la fonction f va être réappliquée. Donc, un autre type de schéma là, que l'on n'a pas regardé, mais qui est basé aussi sur une formule d'intégration, c'est ce qu'on appelle le schéma du point milieu. Donc c'est un schéma qu'on verra, qu'on comparera en TD avec les deux schémas précédents. Voilà. Donc lui aussi passe par l'évaluation de la fonction f d'abord, et puis ensuite de l'évaluation de la fonction f en utilisant la valeur déjà calculée, avec une formule plus ou moins compliquée. Voilà, alors cette forme générique on va dire, d'écriture des schémas, elle nous permet d'avoir un cadre pour parler de leurs propriétés. Alors, une première propriété qui est finalement la propriété la plus fondamentale qui nous intéresse, c'est que ces schémas soient capables, lorsque l'on va venir diminuer progressivement la valeur du pas, c'est qu'en fait, que les approximations convergent vers les vraies valeurs de la solution de notre équation différentielle. Donc la première définition, c'est la définition de la convergence.
Donc on dira que le schéma a un pas dont la formule est donnée ici, est convergent si, alors la limite, donc quand h tend vers 0, donc le pas qui sépare nos instants discrets, du maximum de l'erreur commise sur chacun des pas entre la solution exacte et la valeur approchée est égal à 0. Alors, on va voir que cette propriété de convergence, elle résulte de deux autres propriétés qui peuvent se démontrer séparément. Alors nous, dans le cadre de ce cours, on va faire absolument aucune démonstration, parce que c'est pas le but de cette UV. Le but de cette UV, c'est de vous donner des compétences en fait par rapport aux méthodes numériques. Bon, il existe, vous aurez la possibilité de faire peut-être des choses un peu plus théoriques par rapport au sujet dans un autre cadre. Donc ce qui va nous intéresser dans un premier temps, avant de s'intéresser un petit peu à la théorie, je disais, mais sans faire de démonstration, c'est d'avoir une approche expérimentale de la convergence, c'est-à-dire que on va venir comparer le schéma d'Euler, voir sa convergence, voir aussi la convergence du schéma d'Euler-Cauchy. Sur l'exemple suivant, donc c'est une équation différentielle linéaire à coefficient constant. Alors, qui a donc un second membre, donc là qui est donné par la fonction f de ty, qui vaut moins ty plus t, donc un second membre qui dépend explicitement du temps, d'accord? Donc qui ne dépend pas que de y elle-même, comme c'était le cas finalement pour l'équation différentielle que l'on avait utilisée dans nos exemples pour les schémas. Voilà, et donc avec pour condition initiale 0. Donc on peut montrer, et vous pouvez le montrer aussi, que la solution de cette équation différentielle est donnée par 1 moins exponentielle moins t au carré sur 2. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est anticiper la théorie en regardant expérimentalement la convergence de ces deux schémas vers la solution exacte, donc les schémas d'Euler et d'Euler-Cauchy, et aussi déjà venir sentir ce qui différencie le schéma d'Euler et le schéma d'Euler-Cauchy. Vous allez voir qu'il y en a un qui converge beaucoup plus vite que l'autre. Et donc là, on va anticiper comme cela sur la notion finalement d'ordre de schéma que l'on verra ensuite. Donc ce que l'on voit dans un premier temps ici, c'est donc la solution exacte, et on va venir superposer les approximations qui sont données par le schéma d'Euler pour 5 pas. Donc on les a représentés vraiment sous forme discrète, parce que le schéma ne présuppose absolument rien, ne construit absolument rien entre les points. On pourrait visualiser, vous ou moi, la solution approchée en reliant les points par des segments de droite. À vrai dire, ça n'a pas de sens. Hein. Alors, on va dire que lorsque les points sont beaucoup plus rapprochés, ça peut être plus joli. Mais dans le cadre de cette étude, on va vraiment garder la représentation sous forme discrète. Alors, si on augmente n, donc n c'est le nombre de pas, hein. Alors manifestement, on peut dire que le schéma d'Euler converge à une certaine vitesse. Bon, on verra que le schéma d'Euler-Cauchy converge beaucoup plus vite. Mais on voit que il fait le job, c'est-à-dire que si on se donne le droit de prendre n qui est très très grand, eh bien, on peut approcher la solution. Alors on verra que prendre beaucoup de pas, c'est pas forcément quelque chose qui est une bonne idée du point de vue des erreurs d'arrondi. Voilà donc ce que donne le schéma d'Euler. Si on vient comparer avec le schéma d'Euler-Cauchy, on a l'impression que pour n égale à 5, finalement, le schéma d'Euler-Cauchy se comporte moins bien. Alors, bon,
les choses changent quand même très très rapidement. On voit, alors il faudrait faire les calculs de manière plus précise, mais que pour n égale à 20, le schéma de l'aire Cauchy approche la solution de notre équation différentielle avec une précision qui a l'air à peu près aussi bonne, mais pour 5 fois moins de points. Donc on verra que c'est quelque chose de très important à considérer. Lorsqu'on a à disposition un schéma qui est d'ordre plus élevé, c'est toujours plus intéressant. Alors, si on superpose les deux approximations, là on voit bien que le schéma de l'aire Cauchy est vraiment, vraiment supérieur, d'accord? Voilà. Après cette approche expérimentale de la convergence d'un schéma, on va s'intéresser maintenant aux deux propriétés complémentaires qui assurent cette convergence. La première des deux, c'est la consistance. Alors la consistance, c'est quelque chose, donc c'est une définition, on est bien d'accord. Avant de l'énoncer, peut-être je vais vous donner la définition de la quantité qui est en bleu, qui est ici. Cette quantité, c'est ce qu'on appelle l'erreur locale. Alors, erreur locale, ça veut dire quoi si on regarde la façon dont elle est définie? Donc, c'est la différence entre l'approximation qui serait donnée par le schéma avec comme valeur initiale la vraie valeur de la solution, y de tk, et la vraie valeur de y de tk plus 1. Donc c'est pour cela que ça s'appelle vraiment erreur locale. Donc la consistance d'un schéma, elle sera effectivement vérifiée si la somme des valeurs absolues de cette erreur locale pour tous les pas du schéma tend vers 0 quand le pas tend vers 0. Voilà. Donc ça, c'est la première partie de la définition. C'est des choses qui peuvent se démontrer étant donné le schéma. Et puis, si on fait quelques hypothèses de régularité sur la solution. Par exemple, si elle est dérivable au moins 1, 2, 3 fois. Voilà. Donc ce n'est pas quelque chose de très monstrueux à démontrer. Donc la deuxième partie de cette définition de consistance, c'est quelque chose qui caractérise la vitesse avec laquelle cette erreur de consistance, enfin tout du moins la somme des erreurs locales tend vers 0. Donc c'est ce qu'on appelle l'ordre. Donc on dira que s'il existe une constante C1 strictement positive, telle que l'erreur locale au pas k, donc valeur absolue de ek, est plus petite que C1 fois h puissance p plus 1. Donc, lorsque cette propriété sera vérifiée, cette majoration, on dira que le schéma est d'ordre P. Voilà. Alors, ce que l'on peut montrer, donc comme je vous disais juste avant, c'est étant donné la forme de la fonction phi, donc pour le schéma de l'air, pour le schéma de l'air Cauchy, et en faisant des hypothèses typiquement que la solution y théorique est suffisamment dérivable, on peut montrer que le schéma de l'air est donc consistant d'ordre 1 et que le schéma de l'air Cauchy est consistant et d'ordre 2. Voilà. Donc la deuxième propriété, qui est elle aussi est importante et que l'on va pouvoir peut-être pas mal commenter, on va voir, c'est ce qu'on appelle la stabilité. Alors, la stabilité, si j'énonce la définition, donc on va considérer deux suites qui sont en fait ici, sont deux suites qui construisent l'approximation de la solution de notre équation différentielle, donc yk et y tilde k.
Alors ces deux suites, elles sont différentes d'une part par leurs conditions initiales, donc y0, y tilde 0, et puis surtout par la façon dont s'exprime chaque itération. On voit que pour y tilde k plus 1, la formule d'itération est la même que pour y k plus 1, mais on est venu ajouter au membre de droite pour y tilde k plus 1 une petite perturbation epsilon k. Alors, il faut savoir que ceci, c'est typiquement ce qui se passe de manière systématique quand on travaille en précision finie. Epsilon k, vous pouvez tout simplement considérer que c'est tout simplement l'erreur d'arrondi, alors qui va intervenir à la fois dans le calcul de la somme et puis dans le calcul de la fonction phi elle-même. Donc en fait, ce que décrit ces deux suites, elles décrivent typiquement ce qui peut se passer dans la réalité. Et puis c'est la même chose finalement pour y tilde 0, puisque ça peut traduire le fait que la condition initiale n'est pas forcément, est connue elle aussi avec une précision qui est finie. Donc, par rapport à ces deux types d'imprécisions, donc à la fois dans les itérations et dans les conditions initiales, la notion de stabilité, ça va être quand le maximum de l'erreur commise sur tous les pas entre y tilde k et yk est plus petite que une certaine constante S multipliée par la somme de l'erreur commise entre y tilde 0 et y0 et la somme des erreurs epsilon k que l'on est venu introduire au second membre de la formule d'itération pour la deuxième suite y tilde k plus 1. Donc, on voit quelque part qu'il y a une espèce de majoration à obtenir. Et ce que l'on peut constater quand on cherche à montrer cette propriété de stabilité pour des schémas, comme par exemple pour le schéma de l'air ou pour le schéma de l'air Cauchy, c'est que le calcul de cette constante S au second membre de notre inégalité, donc elle fait intervenir en particulier la constante de Lipschitz de la fonction f qui donc calcule le second membre de notre équation différentielle, d'accord? C'est-à-dire, je vous rappelle, y' égale à f de t et y. Alors bien évidemment, cette constante, elle fait intervenir donc la formule du schéma, la constante de Lipschitz de f, ça c'est quelque chose que je vous ai dit, donc qu'il faudrait illustrer sur un exemple, et bien évidemment, elle fait intervenir aussi le temps final t. Ce qui paraît complètement naturel, c'est que plus le temps est grand, le temps final, plus a priori cette constante devrait augmenter par rapport au temps. Donc, ce que l'on peut montrer, c'est que si f elle-même est lipschitzienne, alors vous me direz ce qui serait la moindre des choses, puisque c'est tout simplement la condition pour que l'équation différentielle sur laquelle on travaille depuis le début soit bien posée, c'est-à-dire qu'elle admette une solution et que la solution soit unique. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être démontrées assez facilement, à savoir que si f est lipschitzienne, alors le schéma de l'air et le schéma de l'air Cauchy sont stables. Alors l'autre schéma que je vous avais montré, qui est le schéma du point milieu, lui aussi, on peut montrer qu'il est stable. Alors, comment se résume, comment viennent contribuer ces deux propriétés, donc stabilité et consistance? Eh bien, c'est tout simplement le fait que si on a stabilité et si on a consistance d'un schéma, alors le schéma est convergent. Alors, ce qui est intéressant aussi à constater, donc si j'énonce le théorème, si le schéma est stable, consistant et d'ordre P, alors il est convergent, et il existe une constante C2, telle que l'erreur commise au sens là ici du maximum de la valeur absolue de l'approximation moins la solution exacte y de tk est plus petit que C2 fois h à l'exposant P. Donc ça veut dire que
Si un schéma est stable et consistant, donc le théorème vous affirme qu'il est convergent, et donc il hérite l'erreur en fait, l'erreur de convergence, donc qui est la quantité qui est là à gauche de notre inégalité. Sa vitesse de convergence vers 0 hérite donc de l'ordre du schéma. C'est-à-dire que quand un schéma est convergent, la, la vitesse de convergence de l'erreur que l'on commet, eh bien, c'est la vitesse de convergence qui est donnée par l'ordre du schéma. Voilà. Alors, quelques remarques que l'on a déjà, donc, qu'on a un peu effleuré juste avant pour la stabilité, c'est que là, alors ça nécessiterait d'être démontré pour un cas particulier, que, par exemple comme pour le schéma de l'air, c'est qu'il paraît évident, donc c'est que la constante C2 dépend du schéma. Alors, de T, bien évidemment, ce qu'on peut tout à fait imaginer, c'est que lorsqu'on va éventuellement connaître la condition initiale d'une équation différentielle, s'il s'agit de quelque chose qui est mesuré expérimentalement, donc il y a nécessairement une erreur. Donc, ça paraît complètement logique que plus la condition initiale va être éloignée de ce qu'elle est en réalité, lorsqu'on va se servir de cette condition initiale pour tout simplement calculer l'approximation de la solution de l'équation différentielle, dont c'est la condition initiale, qu'a priori, plus les temps vont être longs, plus la solution va avoir tendance quand même à s'éloigner de la... Enfin, la solution approchée va avoir tendance à s'éloigner de la solution théorique. Donc ce qui est important aussi de noter, c'est que cette constante, il y a de fortes chances qu'elle dépende aussi des propriétés, on va dire, qualitatives de la solution réelle de notre système. L'idée, c'est que, et ça, c'est des choses que vous pourrez peut-être constater un jour, c'est que quand la solution théorique est éventuellement très irrégulière, ben, c'est peut-être pas nécessaire d'utiliser un schéma d'ordre de très élevé. D'accord? Donc, d'une manière générique, on peut peut-être résumer ça de la manière suivante, c'est que pour choisir un schéma qui soit bien adapté à une équation différentielle, il faut avoir une idée quand même, alors pas quantitative de la solution, puisque c'est ce qu'on est en train de chercher, mais il faut avoir des informations qui sont de type qualitative. Par exemple, est-ce que c'est un phénomène qui est très très rapide, qui est très violent ou pas, comme par exemple en chimie, une réaction exothermique, ce genre de choses. Donc ça sera vraiment très très important. Alors, par rapport à la stabilité, donc ça permet de poser un peu le doigt justement sur les interactions du fait que l'on soit en précision finie avec ce type d'algorithme. Donc, ce que ça met en particulier en lumière, c'est l'influence de l'accumulation des erreurs d'arrondi. Alors, en particulier, l'idée c'est qu'on va essayer de les accumuler le moins possible. D'accord? Donc, ce qui paraît peut-être clair, et certainement à la lumière de l'exemple que je vous avais donné de comparaison sur une équation différentielle particulière du schéma de l'air et du schéma de l'air Cauchy, ce qui paraît un petit peu logique, c'est que pour atteindre une précision donnée, plutôt que d'augmenter le nombre de pas d'un schéma, si on a la possibilité, bien évidemment, d'utiliser un schéma d'ordre plus élevé, il faudra utiliser ce schéma d'ordre plus élevé. D'accord ? Alors, on peut se dire aussi, oui, mais alors pour utiliser un schéma d'ordre plus élevé, on va faire plus de calculs à chaque pas. Alors, ça, vous le constaterez expérimentalement. La quantité de calculs qui va être nécessaire de faire en plus pour un schéma d'ordre plus élevé n'est vraiment pas du tout du même ordre
que l'augmentation du nombre de pas qu'il faudrait faire pour atteindre une précision donnée avec un schéma qui est d'ordre insuffisant. Voilà. Alors, en pratique, dans les logiciels de calcul numérique comme Scilab, eh bien, le pas n'est pas constant, c'est-à-dire que le pas tk plus 1 moins tk est variable. Et cela de manière à faire en sorte que l'erreur locale, que l'on a vu tout à l'heure dans le cadre de la définition de la consistance, de manière à assurer que l'erreur locale reste inférieure à une tolérance donnée. Alors tout ça, ça prend son sens parce qu'en fait, il est possible d'estimer l'erreur locale, bien que l'on ne connaisse pas la solution exacte. Ça dépasse un peu le cadre d'MT94. Bon, c'est des choses que vous verrez peut-être plus tard. Alors, en pratique, cette fonction dans Scilab qui s'appelle ODE, qui utilise un pas variable, elle va assurer que entre les instants discrets qui auront été imposés par vous lorsque vous avez appelé cette fonction-là, eh bien, tout un tas éventuel de pas intermédiaires vont être réalisés tout en respectant à chaque fois la tolérance par défaut ou celle que vous aurez précisée en appelant ODE soit respectée. Voilà. C'est-à-dire que vous allez avoir l'impression finalement que même en utilisant très 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 peu de pas, eh bien, vous avez une très très bonne qualité d'approximation de votre solution. Donc ça, c'est une vue de l'esprit, c'est-à-dire que Scilab ne va pas, par défaut, vous renvoyer toutes les valeurs intermédiaires qui ont été générées de manière à assurer le respect de la tolérance. Donc, en TD, on aura l'occasion donc de programmer les schémas d'Euler, Euler-Cauchy, point milieu. Donc Euler, un schéma d'ordre 1, Euler-Cauchy et schéma du point milieu d'ordre 2, et aussi un schéma de Runge et Kuta d'ordre 4, donc qui est utilisé de manière assez courante dans les applications. Donc, l'idée, c'est de retrouver expérimentalement l'ordre de ces schémas en traçant tout simplement l'erreur globale et son évolution en fonction du pas, et aussi de comparer ces résultats obtenus par ces différents schémas avec ce que nous renvoie la fonction ODE de Scilab. Donc ça sera particulièrement intéressant. Et le but après cette première partie de ces travaux dirigés, on va dire un peu académiques, ce sera d'utiliser vraiment ensuite systématiquement la fonction ODE de Scilab pour essayer de résoudre d'autres types de problèmes, comme ceux qui vont nous intéresser lorsqu'on va regarder les équations différentielles, plus uniquement sous un aspect quantitatif, mais sous un aspect qualitatif, lorsqu'on va s'intéresser au système dynamique. Donc, pour conclure, voici deux références, donc deux livres de référence qui font tout à fait autorité sur le sujet. Voilà, merci de votre attention.